Retour sur le plateau de Regards croisés depuis la première partie. Horus Nonkovi et Firmetek Kouagbo sont mes invités du jour et nous passons à l'eau pour le premier thème concernant bien sûr de l'adresse du chef de l'État à la nation. C'était ce 1er avril 2020 et j'étais avec vous, Horus Nonkovi. Voilà, donc je disais que déjà en termes de prévention, il y avait déjà un certain retard. Parce que moi, les premières annonces que je vois en termes de prévention sur le coronavirus, elles viennent de l'ambassade des États-Unis. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, un certain nombre de pays avaient déjà commencé avant. Maintenant, je reviens pour ce qui est du discours, disons l'intervention du chef de l'État, que beaucoup estiment être en retard. Bon, ça c'est l'avis de chacun, mais toujours est-il que prendre des mesures, c'est bien. Maintenant, après, si vous voulez, à mon humble avis, il y a beaucoup de calques. Parce que si vous voyez les mesures qui ont été prises au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, ou certaines des mesures qui ont été prises au Gabon ou au Congo, ou certaines mesures économiques dont on a discuté au niveau de la France ou des États-Unis, vous les retrouvez dans ce qui a été émis au niveau du planning togolais. Donc, c'est intéressant, parfois, oui, effectivement, d'avoir une attitude qui consiste à analyser ce qui se fait, à récupérer certaines informations et à en faire la synthèse. Mais il y a aussi, au-delà de ça, le fait qu'il faille tenir compte des paradigmes locaux pour initier des solutions locales qui vont être adaptables aux populations. Alors, il y a une fois, je pense, une des fois, tu m'avais reçu ici, et je faisais déjà cette remarque-là, à savoir que cette histoire de virus, cette histoire de Covid-19, il ne s'agit pas de mesures qu'on va prendre sur 2 semaines, et après, au bout de 2 semaines ou au bout de 1 mois, la vie va recommencer comme avant. Mais absolument pas. Parce qu'on n'est pas encore à un seuil de calcul où on estime être dans le seuil de stabilité. On est dans une phase d'expansion, dans une phase de croissance. Donc par conséquent, là c'est vrai qu'on a pris des mesures sur 3 mois. Mais en réalité, cela peut tenir sur 6 mois. Cela peut tenir sur 1 an. Donc par conséquent, il ne faut pas que les gens se disent, à mon sens, et c'est ce que beaucoup d'États ont compris, que ce sont des mesures qui vont permettre un retour à la situation normale d'avant. Non, il faut que les gens prennent conscience que ce sont des mesures, peut-être sur 3 mois, mais des mesures sur 3 mois qui doivent permettre la réorganisation de la société. C'est une société qui doit être en mutation. Parce que nos États africains ne peuvent pas tenir 3 mois. Et je pense d'ailleurs que quand il fait son discours, c'est une inquiétude même qui spécifie. Il dit bien, à partir de 2005, nous avons une croissance de 5%. Et grosso modo, cette croissance va être réduite à néant. Un certain nombre d'emprunts qui ont été pris vont être détournés. Déjà, on parle des sous réservés au paludisme et au sida qui pourraient être reversés un tant soit peu dans le cas du coronavirus. On a le Ghana, par exemple, qui s'était promis de ne pas aller réemprunter, qui va emprunter au FMI. Donc ça veut dire qu'on va être dans une phase d'endettement. Il parle de 400 milliards, mais les 400 milliards, on ne sait pas comment... parce que quand il dit une phrase qui laisse à penser que c'est une somme qui n'est pas encore là. C'est quand il dit... oui, mais qu'il y a un certain nombre de participations. Oui. Voilà. Donc, cette somme-là, je ne crois pas que c'est pas un don. Donc, il y a un certain nombre de choses. Il faut bien comprendre qu'on est dans une phase de mutation de la société, une phase de mutation du monde. Même après, en supposant que cette crise de coronavirus cesse au bout de, mettons, 6 mois et qu'on retrouve un tant soit peu dans une certaine stabilité, croyez-moi que même en termes de géostratégie, de ce qui se passe au niveau politique, de la politique continentale, la politique mondiale, il y a énormément de choses qui vont changer parce que les gens vont demander des comptes. Les gens vont demander des comptes. Il ne faut pas penser que, par exemple, au sortir de cette crise, les gens vont accepter que le système sanitaire, par exemple, togolais, reste en l'état. Que le système, comment dirais-je,
l'architecture, l'ossature économique togolaise reste en état. Que, comment dirais-je, au niveau du développement des PME, PMI, de l'agriculture, la condition des travailleurs et ainsi de suite, il ne faut pas penser que les gens vont accepter que cela reste en l'état. Parce que le plus gros jonglage qu'il va y avoir au niveau de cette crise, c'est le fait, pas seulement d'avoir émis les mesures, mais de faire en sorte que ces mesures-là soient adaptables à la population et qu'elles puissent s'appliquer sans créer d'instabilité sociale. Merci, Oruche Dankovi. L'un des points de cette adresse du chef de l'État à la nation, ce 1er avril, c'est bien sûr cet hommage qu'il a rendu à différents corps de métier, en particulier aux journalistes. Ce qui veut dire que Fonya Singbe est conscient que les journalistes abattent un bon boulot. Oui, il doit s'en apercevoir, sinon il n'aurait pas dit, regardez, c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Dès que nous avons appris l'existence de ce virus-là, c'est depuis ce temps-là que nous avons, avant que ça n'arrive même au Togo, on en débattait déjà sur ce plateau de New World TV Info. Et tout, si vous voulez avoir des informations aujourd'hui, vous devez capter une chaîne radio, une chaîne télévision ou aller sur Internet pour visiter ou consulter les presses en ligne et les réseaux sociaux en particulier. C'est pour dire simplement que les journalistes ont abattu un excellent travail et continuent de le faire. Le président non plus, c'est la première fois que je vois qu'il mentionne précisément de façon formelle les journalistes dans son discours. Ouvertement, à moins que je me sois trompé, c'est la toute première fois. Ça veut dire qu'il sait que nous journalistes, nous avons fait un travail et que sans nous aujourd'hui, comment la population va arriver à avoir des problèmes, à avoir des désinformations. Par exemple, quand on parle de spot, tout ça, c'est sur des radios que cela va être diffusé. Quand on parle de spot, c'est sur nos canaux que cela va être diffusé. Quand il faut faire des émissions, il faut expliquer à la population à la base, en langue, en français. Et tout ça, là, c'est grâce aux journalistes. C'est du ressort des journalistes. Juste, les journalistes s'exposent comme ça aussi. C'est juste dire que les journalistes, aujourd'hui, ont abattu un excellent travail et continuent d'en abattre. Et il faut juste les féliciter, les soutenir, les encourager pour qu'ils fassent bien ce qu'ils ont déjà entrepris. Si vous êtes demandé aujourd'hui d'apprécier un peu le discours, le fond et la forme. Oui, la forme, je viens de le faire. Je disais que le président, il a voulu être original. Et le deuxième point que j'ai soulevé en début d'émission, c'est qu'il avait assez de cheveux sur la tête. Il n'a pas eu du temps. Peut-être c'est un esprit communicatif. Peut-être il a voulu montrer qu'il n'a pas eu assez de temps pour lui-même. Et tout ce temps qu'il avait, c'était pour s'occuper de sa population, de ceux-là qui l'ont réélu le 22 février. Donc, pour lui-même, son esthétique, sa beauté, ça lui importait peu. Donc, il fallait juste se concentrer sur le nécessaire, sur l'utile, sur l'indispensable, comment arriver à délivrer ce pays de ce virus qui est en train de tuer, qui est en train de faire des ravages, qui est en train de créer de la désolation dans des familles, dans des maisons et dans des nations. Donc, il n'a pas eu du temps pour lui, c'est pour ça qu'il a assez de cheveux. Mais je lui suggère d'aller se couper un peu les cheveux pour qu'on ait toujours un président beau avant qu'il ne retourne aux caméras. La forme, c'est ça, mais le fond, si vous permettez, on a parlé des journalistes tout à l'heure, c'est un discours qui est très proche de la base. Quand vous voyez dans le discours... Un discours dont les mots n'ont pas été trop... dans un langage soutenu. Soutenu. Non, c'est un discours qui a été rédigé dans un langage courant et familier. Quand on parle de vendeur de nourriture, vous imaginez, un vendeur de nourriture. Donc, quand on parle... On peut recoupler tout cela dans la restauration. Dans la restauration, oui, pour parler d'un langage soutenu. On pourrait parler de la restauration, ceux qui sont dans la restauration. Mais ici, on parle de vendeur de nourriture. Donc c'est pour dire que ce que nous sommes en train de vivre,
ça concerne tout le monde, depuis la base jusqu'au sommet. Et vous voyez, dans certains pays, vous voyez, pour le Premier ministre britannique, il a été testé positif. Le ministre burkinabé, il y avait un ministre français de la culture, qui était atteint de coronavirus. Donc ça, et maintenant, il y a même un homme politique français qui a été tué par le coronavirus, Patrick Devedjian, un homme de la droite. Et vous venez de voir Pape Diouf, qui est le président de l'OM, qui est Dibango, avant Manu Dibango. Donc c'est ça. Donc cette maladie, c'est comme la guerre, c'est comme une guerre, c'est comme une arme. Ça ne connaît pas l'ennemi, ça ne connaît pas l'ami, ça ne fait pas de distinguo entre les couches sociales. Maintenant, pour dire, en réalité, le fond est appréciable à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que le président de la République a besoin, il perd la société, il fait déjà l'état de la société, l'état du monde, l'état de la société togolaise. Quand il parle de l'état du monde, quand il dit plus de 40 millions de personnes déjà, à moins que je me trompe, c'est 40 millions infectés, non? Ou 40 000. 40 000, bien sûr, 40 000 de personnes infectées dans le monde. Il parle du monde et il parle du Togo. Maintenant, ce que j'ai voulu qu'il dise et qu'il n'a pas dit pour le particulier, ce que j'ai voulu qu'il dise en réalité qu'il n'a pas dit et que beaucoup de chefs d'État, et dont beaucoup de chefs d'État n'en parlent, c'est que ce coronavirus vient montrer à l'humanité ses limites. Vous voyez, quand vous suivez un peu l'actualité au niveau de la France, de l'Europe, en France, 5e puissance du monde, 2e puissance d'Europe, on dit qu'il y a manque de médicaments, pénurie de médicaments. Que dans les prochains jours, si les médicaments ou les produits dont ils ont besoin, s'ils n'ont pas ça, les gens vont mourir encore en masse. C'est déjà quelque chose. Donc le président de la République, ce que j'aurais voulu qu'il soulève aussi, c'est qu'il nous dise en réalité que nos structures sanitaires ont montré toutes leurs limites, surtout dans cette situation de pandémie de Covid-19. Donc il fallait qu'il le dise, mais il n'a pas dit. Et quand il dit aussi, quand on aura besoin de 400 000, un fonds de 400 milliards, et il dit l'État togolais va apporter, les partenaires internationaux aussi vont y mettre de l'argent. C'est 400 milliards pour notre pays. Si nous ne pouvons pas trouver 400 milliards, ça veut dire que nous avons des problèmes. On arrive dans un instant. On passe au second sujet de ce grand rendez-vous de ce soir. Regard croisé, le second sujet. Message à la nation. Couvre-feu, création d'une force spéciale Covid-19. Par rapport à ce que vous soulevez, on va revenir dans la troisième partie de l'émission pour évoquer ça beaucoup plus davantage. Mais par rapport à la création de cette force-là, et puis couvre-feu. Alors, la création de la force, elle m'a laissé un peu perplexe. Je vais m'expliquer. Les images prises de l'extérieur montrent des couvre-feux et des forces délocalisées de façon à ce que, des forces qui veillent à l'application de ce couvre-feu. Personnellement, je n'ai pas apprécié les images dans lesquelles on se retrouvait encore en train de fouetter les populations. Pour la simple raison que ça renvoie l'image du noir qui ne peut comprendre que par le fouet, contrairement aux autres régions du monde. Je n'ai pas vu cela en Europe, je n'ai pas vu aux États-Unis. Cela renvoie aussi, à mon sens, à quelque chose qui peut être dangereux parce que je ne crois pas qu'il faille mettre des forces répressives, des forces qui éventuellement pourraient se livrer à la violence. C'est la première des choses qui vient à la tête du citoyen à cause des antécédents historiques du Togo. Ceci étant dit, il n'était pas mauvais d'avoir cette initiative concernant une force qui éventuellement serait créée. Mais moi, personnellement, c'est pas cette initiative que j'attendais. Ce que j'attendais, c'est un maillage sanitaire du territoire, une conscription des agents de santé, des étudiants, des retraités, de tous ceux qui, un tant soit peu, ont une expertise de la santé. Les retraités, pourquoi? Les retraités, parce que beaucoup peuvent former.
Les étudiants, pourquoi? Parce qu'on a besoin de chiffres. Un maillage, pourquoi? Un maillage, parce qu'au lieu d'avoir 5 000 hommes qui vont se promener dans Lomé pour réprimer ou veiller à ce que les gens restent à la maison, on aurait pu avoir un maillage sanitaire du territoire où des gens vont parcourir les quartiers via le processus de décentralisation, afin que ces gens-là fassent quoi? Un, qui vérifient que chacune des concessions ait une installation qui permette d'avoir un tant soit peu le minimum au niveau de la prévention. Deux, que au niveau des quartiers, au niveau des concessions, il y ait de l'information qui passe. Parce qu'on a un problème au niveau de l'information. Donc, c'est bon d'avoir des agents qui, de façon périodique, même si c'est à temps partiel, vont sillonner de concession en concession, vérifier s'il y a un dispositif de lavement des mains, pouvoir s'informer sur la population, éventuellement pouvoir l'orienter en fonction des cas, avoir peut-être ne serait-ce qu'un thermomètre ou un certain nombre de supports qui vont leur permettre d'informer en haut s'il y a des cas à risque, hein, et qui vont essayer de quadriller, mailler de façon sanitaire la population afin que ça c'est l'attente des doléances qu'on aurait. Voilà, moi par exemple, on va circonscrire le sujet vraiment sur la formation de cette force-là qui va s'occuper de maintien, le maintien, le couvre-feu. Et surtout le couvre-feu qui a commencé déjà le couvre-feu, si vous voulez, c'est un confinement qui ne dit pas son nom. Parce que mettre un couvre-feu qui va commencer de 20h à 6h, c'est qu'on appelle restreindre le mouvement de Lomé et toute son agglomération. Donc oui, on va avoir une baisse de régime, une baisse de, comment dirais-je, une baisse d'activité, ainsi de suite et tout cela. Mais toujours est-il qu'on va avoir 5 000 hommes qui vont être déployés, oui, mais qui vont être déployés pour veiller à ce que le couvre-feu soit effectif. Cette veille de couvre-feu effectif aurait pu se faire avec des corps qui existent déjà. Moi, je trouve que ce qui aurait été pertinent, c'est la création d'un corps qui va mailler de façon sanitaire tout le pays, qui va pister les cas, qui va essayer d'être un support de renseignement, qui aura la vraie information qui va être délivrée au niveau de chaque concession, qui va vérifier qu'à chaque quartier stratégique de Lomé, on puisse avoir, par exemple, une installation. Autre chose, le couvre-feu aurait pu m'intéresser, ou les aménagements de programme au niveau des travailleurs auraient pu m'intéresser si il y a une genre de brigade qui est élaborée afin que lorsque les travailleurs qui vont aller de 6h à 16h au travail et qui vont repartir, donc bref, s'il y a une brigade qui vient après désinfecter les locaux, désinfecter les services, désinfecter un certain nombre d'endroits. Comme je dis, il s'agit de mesures qui sont prises, certes, mais dans ces mesures, il faut penser à la réorganisation de la population. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la population avait un rythme de vie, avait un mode de fonctionnement. Je termine avec la dernière phrase. Oui. Elle avait un mode de fonctionnement. Il faut la réorganiser de façon à ce qu'elle puisse continuer ce processus-là, mais d'une façon autre. Alors, Firmin Tekwagbo, vous avez suivi également le chef de l'État hier quand il s'adressait à la nation par rapport à la formation de cette force spéciale, comme ce fut dans le cadre des élections. On voit pratiquement toutes les 5 années où, quand il y a élection au Togo, il y a une force spéciale qui est composée du maintien de la paix et bien d'autres. Comment vous trouvez d'abord cette démarche-là? Et puis, couvre-feu qui commence, bien sûr, ce 2 avril 2020 au Togo. Voilà, pour une durée indéterminée. Indéterminée. Bon, tout d'abord, par rapport à la formation, au corps nouveau qui vient d'être créé, c'est une très bonne chose. Ouais. Sur ce point, on va juste en appeler au civisme de chacun. Parce que si tout le monde arrive à respecter les mesures barrières,
tout ce qu'on lui demande. Je pense que la force là n'aurait pas beaucoup à faire. Parce que cette force-là, elle est là à veiller à ce que la population respecte les gestes barrières, qu'elle est là à vérifier si les églises ou les mosquées sont fermées ou pas. Elle est là à veiller à savoir si la population respecte le couvre-feu de 19h. Mais ça, c'est devenu même, c'est 20h maintenant, parce qu'il y a un comité ministériel de l'administration territoriale et de la sécurité. Donc, le vœu à ce qu'on puisse l'amener à 20h pour permettre aux uns aux autres de vite rentrer. Oui, je vais me revenir là-dessus. Je vais me revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, cette force-là, sauf que ça va nécessiter encore beaucoup de moyens. 5 000, c'est ça, non? 5 000 hommes, c'est beaucoup d'argent. 5 000 hommes, carburant, logistique, tout ça. Et mais il le faut. Oui, il le faut. Sait que il le faut. Mais c'est Agbo rentre tard dans la nuit, on ne sait pas ce qu'il fait, avec qui il peut être contaminé par. Ouais. Oui, c'est dire qu'il le faut, on en a besoin. C'est juste dire qu'il faut encore beaucoup d'argent. Pour voir 400 000, je me demande si ça va suffire. Si ça va suffire, on va en parler tout à l'heure. Ces forces-là, elles ont leur place. Mais comme Horus le dit, cette force-là doit couvrir toute l'étendue du territoire national. Parce que le respect des mesures barrières, ce n'est pas seulement à Lomé. C'est sur toute l'étendue du territoire national. Donc, c'est veiller à ce que ces mesures-là soient respectées dans toutes les localités. Si les dispositifs de là-bas demain sont là devant des services à l'intérieur, dans les administrations, à l'intérieur du pays, si dans les localités, si dans les villages les plus reculés, on respecte cela. Donc à ce niveau-là, les forces, on fera faire et leur juridiction ne s'arrêtera pas seulement au Grand Lomé ou à la capitale. Par rapport au couvre-feu maintenant, moi j'ai l'impression que le président de la République, il a parlé du vendeur de nourriture, mais il n'a pas bien apprécié la situation. Quand il parle de vendeurs de nourriture, qu'est-ce qui vend des nourritures? Mais c'est les bonnes dames. Il y a des bonnes dames qui sont spécialisées dans le commerce du soir. Regardez, la dame, elle quitte chez elle à 18h. Elle vient gérer son étalage et elle commence par vendre à partir de 19h. Toute la journée, elle n'entreprend rien parce qu'elle sait que sa clientèle, c'est à partir de 19h. Et maintenant, vous n'avez pas tenu compte de la dame, vous parlez de 19h. Moi, vous aurez voulu qu'on mette ça à quelle heure? À 22h. À 22h. À 22h, oui, parce que en réalité. Finalement, c'est un peu un couvre-feu. Oui, c'est de 22h. Dans d'autres pays, on a dit 20h, 21h. Ça dépend des réalités. Ça dépend. Nous sommes en train de vivre une autre réalité. Ici, l'informel représente 40% de l'économie. Et le ministre. Regardez, le ministre de la ne va pas dire que les gens ne vont pas quand même sortir. Les gens vont sortir, mais il faut qu'il y ait vraiment une cause urgente. Quand on sait que peut-être. Non, c'est que, attention. En France, par exemple. On ne va pas quand même confiner les gens. Non, je pense. En France, par exemple. En France, par exemple, on ne parle pas de couvre-feu. On dit vous devez sortir. Quand vous devez sortir, vous devez exhiber une attestation justifiant que votre déplacement est essentiel. Ici, le couvre-feu, ça veut dire simplement qu'avant vous qui vendez le colis, qui vendez au bord de la route, vous devez rentrer. À moins que je ne maîtrise pas bien. Ça veut dire vous devez rentrer. À 19h déjà, tout doit être désert. Peut-être si on vous voit dehors, vous devez justifier pourquoi vous êtes là. Ça veut dire ceux-là qui vendent les bars, les vendeurs de nourriture et autres, les restaurants, doivent fermer à partir de 19h, à partir de 20h. Moi, j'aurais voulu, ce que moi j'aurais soutenu, c'est qu'on aille jusqu'à 22h. Et là, on permet à cette dame-là de pouvoir engranger un peu d'argent pour pouvoir gérer sa maison le lendemain. Il y a des gens, il y a des aides. Comment on va faire pour les émigrants? Des gens qui ont les moteurs à partir de 18h et qui doivent travailler la nuit pour que leur famille puisse manger le lendemain. Comment ça va se gérer? Moi, je pense que ce qu'il fallait, c'est que le couvre-feu, c'est une très bonne chose, compte tenu de l'urgence de ce que nous sommes en train de vivre. Mais il fallait aller jusqu'à 22h ou 21h30 à 6h du matin. 20h, c'est trop proche. 20h, c'est trop proche. Quand j'ai reçu le ministre Sani Yaya il y a un instant avant que vous ne soyez sur ce plateau, il disait qu'il y a quand même quelque chose qui est prévu pour cette masse-là. Ceux qui vendent à manger ou celles qui vendent à manger, les conducteurs de taxis, il faut être réaliste.
les taxis, même d'habitude qu'on a l'habitude de voir dans les voitures à le moto, parce qu'on aura réduit aussi le nombre de passagers dans les voitures. Faut être réaliste. C'est-à-dire... Non, mais on est dans la réalité, c'est ce que le ministre a dit. Non, il faut faire attention. Est-ce que... Parce que quand on fait le discours, on a l'impression qu'on est parti de l'hypothèse que lorsque le Togolais termine son service, il rentre directement à la maison. Le Togolais, quand il termine son service à partir de 20h. On sait que Mathieu va terminer à 21h. Il va ajuster, faire les programmes, tout ça là, terminer à partir de 21h, 22h. Oui, mais quand on voit, par exemple, le premier communiqué qui a parlé de 19h, réagissait comme si les gens vont terminer le travail à 17h et qu'une fois qu'à 17h, quand ils finissent à 17h, ils rentrent directement à la maison. Non. Non, la société togolaise a changé. Vous aurez souhaité? Je pense que il aurait fallu... Moi, je trouve que 21h aurait été une meilleure heure, personnellement. Parce que les gens, là, ils ont mis à 16h. Les gens vont sortir à 16h, certes. Mais quand ils vont sortir à 16h, ils font des courses. Mais quand on a réajusté les heures de travail... Oui, les ministres ont été contactés. Ils ont réajusté les heures de travail. Mais attention, ils ont réajusté les heures de travail des secteurs où on peut réajuster les heures de travail. À part cela, il y a des gens qui ont leurs activités qui sont accolées à ceci. Je te donne un exemple. Avant, quand par exemple tu sors du boulot, le temps que tu ailles au supermarché, c'est fermé. Il y a les banques, il y a tout ça. Donc, il faut réajuster. Quand, par exemple, les gens ils sortent à l'omé du travail, ils ne rentrent pas systématiquement à la maison. Beaucoup font des courses. La plupart des dames vont au marché, vont faire des empreintes. Pour votre santé. Le temps, à des occasions solennelles, des décisions attention, il faut solennelles. Non, attention. Les décisions ne doivent pas créer à un moment des personnes qui vont se mettre hors la loi par obligation. Donc les décisions doivent tenir compte des paradigmes locaux. Merci Horus. Merci Fiomette Lekouagbo. Nous allons marquer une pause. La grande, on revient dans un instant.